Parlez encore. Parlez encore. Parlez encore. L'émission radio de l'Arlésienne et des Bazarettes. En direct et en plateau du festival Les Bazarettes. Une émission avec Éléonore Colpin-Lafuma, Clémentine Morossir et Emeline Salmi. Bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue sur le plateau de l'émission Parlez encore. Une émission en public et en direct du festival Les Bazarettes. Nous sommes dans la cour de l'Archipel, au festival Les Bazarettes qui a commencé hier en beauté avec 2 vernissages. Un à la librairie du Palais de Solène Petit, Prendre corps, et au Capitole, une exposition collective nommée Faire corps. On est heureuse de vous avoir avec nous pour cette émission. Au programme, un reportage participatif concocté avec l'Arlésienne, Rose et Alma et Mathieu. Ensuite, nous recevrons Dominique Sigaud et Clémentine Dupont-Avis. Et après avoir écouté un morceau d'Anaïdat, nous recevrons Fiona Parny et Laure Clapiès. Et nous finirons par un reportage au cœur des ateliers qui ont eu lieu toute l'année à la collective pour préparer le festival. Et tout de suite, un petit rappel agenda. Donc hier soir avaient lieu les 2 vernissages dont je vous parlais tout à l'heure. Aujourd'hui, la journée a commencé avec un atelier d'écriture mené par Solène Petit à la cuisine de Griffeuil. À 13h au Capitole, il y a eu une performance slamée de Camille Rebuffel. Et nous commençons les festivités de la soirée à l'Archipel, une projection des photos des étudiantes et étudiants de l'école de photo a lieu dans la maison de la collective, le plateau radio, puis il y aura une prise de parole officielle des Bazarettes qui sera suivie par la première rencontre autrice du festival. Nous recevons Louise Chenevière qui va poursuivre sa rencontre avec un concert de reprise de Britney Spears. Ensuite, il y aura de la poésie au micro par les participantes de l'atelier qui a eu lieu tous les mois depuis le mois de septembre de poésie dans le cadre des Bazarettes. Et la soirée sera officiellement lancée en mouvement, en danse, avec des ateliers de dessin menés par Clara Dufaux, l'atelier Siqueiros, Martine et Martin et plein d'autres personnes. Une flash mob à partir de 21h15 menée par Fiona Booty Spirit. À partir de 21h30, il y aura de la danse de la Kukla House menée par Delphine Mangeard. Et ensuite, il y aura un karaoké collectif géant sur le drap qui est juste derrière nous. Parlez encore. Une émission des Bazarettes et de l'Arlésienne. Et maintenant, nous lançons le reportage du journalisme participatif. Hier, les participants de l'atelier radio, mené avec l'Arlésienne, se sont rendus au vernissage de l'exposition au Capitole. On écoute le reportage. On y va. Donc nous allons entrer dans l'antre de l'exposition. Il y a des recueils de poèmes. Après, il y a une grande fresque. On voit des silhouettes de femmes. Des dessins et de la lumière. Face à nous, un dessin d'une femme nue. On voit des assemblages d'œuvres de céramique. Plusieurs personnes papotent, discutent, le verre à la main, observent les œuvres, les photographies, le sourire aux lèvres. Et il y a déjà beaucoup de monde. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Ça va bien. On est contente d'arriver au bout de cette aventure. Tu nous montres au travail ? Oui. Moi, j'ai voulu aborder le thème de l'infertilité aussi. C'est un peu le départ de ce festival. Donc, il y a une œuvre tissée qui est vide, qui est habillée de ronces, en fait, pour tout l'environnement un peu hostile. C'est aussi un travail vraiment d'expiation, de libération. Et je crois qu'en fait, toutes les femmes qui sont ici et qui ont proposé des œuvres, comme la thématique est faire corps, chaque œuvre est vraiment très, très personnelle et touche à des choses vraiment très intimes. Et le message est d'autant plus fort, tu vois. Pardon. Ça va ? Bonjour. Alors, moi, c'est Anne-Marie. Je fais partie du collectif d'artistes qui a organisé l'exposition. Juste derrière vous, il y a une sculpture qui est en fait une sculpture organique avec un personnage qui est comme l'âme d'une femme et qui traîne en fait tout plein de poids derrière elle, qui sont des injonctions qu'on lui a mis sur le dos et dont elle cherche à se débarrasser.
et j'ai bon espoir qu'elle y arrive. Merci. C'est fort. C'est fort, c'est plein d'émotions. Ouais. Et ben tu le vide dans le plein, quoi. Voilà. Je m'appelle Nadia et je suis artiste. J'ai fait des grands dessins de femmes nues. Moi, j'étais très heureuse de présenter des femmes qui ne correspondent pas à cette image qu'on dit stéréotypée. Et donc moi, j'ai voulu fabriquer une autre image et montrer des femmes âgées, des femmes très enveloppées, des femmes avec plein de plis et de bourrelets que je trouve très 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 belles et montrer à quel point elles sont belles. Et ça veut dire quoi selon toi faire corps ? J'ai pris juste une définition de faire corps qui a conduit mon travail, c'est fabriquer le corps dans l'imaginaire. Donc quand tu fais une image des femmes, tu fabriques un corps imaginaire. Bonjour, je suis Catherine. Je suis venue poser pour Nadia. J'ai fait ça avec beaucoup de plaisir. Et pourquoi ? Parce que je suis assez libre avec mon corps. Je trouve que c'est très naturel. Et il n'y avait aucune raison que je refuse. Donc voilà, et aujourd'hui, je suis venue voir l'exposition et je découvre ces œuvres avec toutes ces femmes qui ont beaucoup de créativité et qui mettent en valeur la femme. Est-ce que c'est cool d'être une bazarette ? C'est grave cool. En fait, j'étais surprise de ce que j'ai pu exprimer, de comment chacune, on était les unes à côté des autres, mais aussi ensemble à créer. Et il y avait une force unique en fait qui rassemblait ce moment. La salle vient de s'éteindre et le spectacle va bientôt commencer. C'était une super soirée. On est heureux et heureuses d'y avoir participé, d'avoir pu voir ça de nos propres yeux. C'était vraiment super. C'est un reportage de Mathieu, 32 ans. Rose, 20 ans. Alma, 11 ans. Et clap de fin. Nous recevons nos premières invitées, Dominique Sigaud et Clémentine Dupont-Avis. Bienvenue. Dominique, tu es journaliste, essayiste et écrivaine. Tu es une grande reporter indépendante. Tu as été pendant plus de 10 ans dans des zones de conflit en Afrique et dans le monde arabe. Et tu as fait un grand travail sur les violences faites aux filles et les violences sexuelles sur les mineurs. Notamment, on peut retrouver ce travail-là dans ton ouvrage « La malédiction d'être fille », sorti en 2019, qui a reçu le prix des droits de l'homme de la ville de Nancy. C'est une enquête frappante sur les violences faites aux filles. En 2020, tu as également contribué à la création du premier observatoire pilote des violences sexuelles sur les mineurs à Nancy. Dans le cadre des Bazarettes, tu vas faire une conférence demain à 11h au Capitole, intitulée Peau d'âne et l'ogre, violence sur les filles. Et tu proposes également dimanche matin de 10h à 11h30 un atelier d'écriture à la féminine, ici à la Collective. Et Clémentine Dupont-Avis, bienvenue. Tu es artiste, autrice et illustratrice. Tu as été créatrice de bijoux pendant 15 ans avant de te consacrer à l'écriture et à l'illustration. Tu as fait des livres pour enfants et pour les plus grands aussi, autour des thèmes des stéréotypes de genre, de l'intime, de la puberté et de la sexualité. En 2017, tu as créé le dispositif Réparer l'intime avec la photographe Louise Oligny. Et tu animes des ateliers hebdomadaires dans des structures sociales et médicales pour aider les femmes vulnérabilisées et victimes de violences à se reconstruire, à retrouver l'estime de soi à travers la fabrique de bijoux, la photographie et le dessin. Tout à fait. Et dans le cadre des Bazarettes, on te retrouvera dimanche à 11h30 pour une conversation croisée avec les étudiants et étudiantes de MOPA, après une séance de projection de leur court-métrage. Et à partir de 13h, tu proposes un atelier créatif autour de la thématique de faire corps qui clôturera sous une forme collaborative et artistique ce temps de festival. Merci d'être venu nous rejoindre sur ce plateau radio. Merci à vous. Merci de tout ce que vous proposez pour les Bazarettes aussi. C'est parce que ça nous fait plaisir. Qu'est-ce qui vous a amené chacune à parler de ces questions donc, sur les violences faites aux femmes et aux filles, sur les violences pour Dominique, sur l'éducation pour Clémentine ? Je te laisse, Dominique, répondre à cette question. Alors, au départ, j'ai cru que c'est parce que j'avais découvert la question des mutilations sexuelles sur les filles et que j'avais été très impressionnée. Je ne comprenais pas pourquoi tant de pays étaient si cruels avec les filles
et que par exemple quand on leur coupe le clitoris, on le fait à vif. Je ne comprenais pas pourquoi ils avaient besoin d'être aussi cruels. Et donc ça m'a vraiment interloquée et interrogée. Donc j'ai eu besoin de tirer ce fil-là des violences particulièrement faites aux filles. Et après j'ai réalisé que dans ma propre histoire, en fait, c'était très inscrit et que donc c'est ça aussi qui m'y avait amené sans que j'en sache rien. Et moi, pareil, alors au départ, moi en fait, j'ai rencontré Rada Hatem, qui est la fondatrice de la Maison des Femmes à Saint-Denis. Donc la Maison des Femmes, c'est une structure hospitalière qui accueille les femmes victimes de violences. Et donc les femmes qui sont accueillies, c'est pas un hébergement, hein. Les femmes qui sont accueillies bénéficient d'un parcours de soins multiples, donc où elles peuvent voir des psychologues, des assistantes sociales, même déposer plainte, des juristes, mais surtout à la base des médecins. Et ces structures proposent également des ateliers. Voilà. Et donc moi j'ai rencontré Rada qui m'a proposé de faire des ateliers autour du bijou parce qu'elle trouvait que c'était intéressant. Or moi je commençais à être un peu en transition et je me suis dit que c'était une très belle idée d'arrêter ma marque de bijoux, mais j'avais encore un très gros stock et donc je me suis dit c'est super parce que comme ça j'abandonne pas tout à fait et je peux utiliser le bijou autrement. Et donc je suis rentrée dans cette grande aventure et comme Dominique, au départ, je me mettais très à l'extérieur de toutes ces histoires-là et puis plus on y est, plus on se rend compte en fait que ça nous concerne aussi, de près ou de loin, et qu'en fait c'est extrêmement systémique. Et donc voilà. Et une fois qu'on est dedans, c'est extrêmement difficile de s'en extraire parce qu'on a envie de faire bouger de faire avancer et de faire bouger les choses, chacune à sa façon, avec ses moyens. Et voilà. Et justement, à propos de faire changer les choses, on a quand même l'impression qu'il y a une prise de conscience qui s'opère depuis quelques années, vraiment on ne va pas dire beaucoup plus qu'années, mais sur les violences faites aux femmes, faites aux enfants, faites aux mineurs. Est-ce que, comment vous voyez la situation aujourd'hui ? Est-ce que c'est juste une prise de conscience ? Est-ce qu'il y a des choses factuelles ? Parce que vraiment, sur les faits, les chiffres qu'on a, toutes les 3 minutes, un enfant est victime d'agression sexuelle. Et 10% des Français et Françaises interrogés disent avoir été victimes d'inceste, chiffre qui est très certainement totalement sous-proportionné. Ouais, je pense aussi. Comment, là, vous, depuis que vous êtes dans ces années-là, sur le terrain, etc., comment vous interpréteriez tout ça ? Alors, pour répondre très rapidement, après je laisserai Dominique, parce qu'on en a un petit peu parlé justement en micro. Moi, je trouve quand même que les choses bougent d'une certaine façon, parce qu'il y a plus en plus de livres, de prise de conscience, on en parle de plus en plus. Néanmoins, il y a un décalage entre justement une petite sphère féministe très militante dont on parle beaucoup de ces sujets-là. Quand on s'en extrait un petit peu, là moi souvent j'ai des très grands moments de découragement et je me rends compte que ça ne bouge pas. Et il y a un vrai problème aussi au niveau politique, c'est-à-dire que les politiques, à part quelques effets comme ça de mode de temps en temps, ou quelques politiques qui s'intéressent vraiment au sujet, et je pense qu'il y en a peut-être dans certaines communes, mais sinon, en fait, ce qui devrait être fait n'est pas fait. Et c'est fait par des militants ou des gens sur le terrain qui font à leur façon. Dominique, je pense que tu as à dire aussi. Moi, j'ai essayé de négocier, donc j'ai travaillé à Nancy, effectivement, avec la commune, avec le maire, avec les CCAS, enfin j'ai un travail de terrain, et à cet endroit-là, ça a été possible, et puis le maire suivant, socialiste, a mis fin à ma mission au bout de quelques mois, donc il ne souhaitait pas que je continue, Et ensuite, j'ai essayé de négocier avec 3 grandes communes socialistes en France pour mettre en place des politiques de prévention et pour mettre en place des politiques d'accompagnement de soins et de droits pour les mineurs. Et à chaque fois, ça a été la même chose. Oui, c'est passionnant, on va travailler avec vous. Et au moment de se saisir de l'objet, ils ne s'en saisissent pas. Parce qu'il faut d'une part, un courage politique qui est important. C'est un sujet vraiment difficile à prendre en charge. Il faut abandonner quelque chose
de soi et de son pouvoir pour admettre de travailler cette question et de la travailler réellement, de se mettre à hauteur d'enfants à ce niveau-là. Et en fait, j'ai eu une réunion il y a 2 jours dans un village avec le maire, avec les gens des écoles, des crèches et les parents d'élèves, ce que j'ai trouvé formidable, pour que nous commencions à établir une réflexion de qu'est-ce que nous allons faire réellement dans les faits pour aider les mineurs, puisque le plus important finalement, c'est que les mineurs sachent que nous savons que ça existe. Parce qu'en fait, ils ne savent pas que nous savons que ça existe. Donc, les prédateurs peuvent continuer à leur dire « tous les papas le font » ou « c'est notre petit secret », etc., etc. Tant que les enfants ne savent pas que nous, adultes, sommes parfaitement au courant du danger, ça pourra continuer longtemps. Et c'est ce que quand Bérou répétait « pourquoi on dit rien, pourquoi on dit rien, pourquoi on dit rien », eh ben, on dit rien précisément parce que les enfants ont du mal à mettre en cause le système familial. Donc, prendre conscience d'abord, ensuite informer les enfants, informer les parents, ça fait partie des solutions que vous avez imaginées, auxquelles vous avez pensé. Qu'est-ce que vous pensez des réponses apportées à l'échelle nationale sur ces questions-là ? S'il y en a, la seule réponse pour l'instant à l'échelle nationale, c'est la Civise, mais dont la voilure a été énormément réduite. Donc la Civise, c'est la commission indépendante sur l'inceste, qui a commencé à faire un travail absolument énorme, justement, en recevant de très nombreuses victimes qui ont pu faire le récit de ce qui leur était arrivé, et à partir de là, faire des préconisations très concrètes. Pour l'instant, ces préconisations n'ont pas été mises en œuvre. Donc il y a un gros problème du politique avec cette question. Il y a un énorme problème du politique et du pouvoir avec cette question. Donc il va falloir qu'ils lâchent l'affaire. C'est une question extrêmement républicaine. C'est une question d'égalité des chances entre les enfants qui sont incestés et violés et les enfants qui ne le sont pas. Il y a une différence colossale. Il faut qu'on intègre les enfants qui sont incestés et violés. C'est très important. Et je pense aussi que c'est une question qui dérange beaucoup, parce que je pense que l'ampleur, là on a des chiffres, moi je pense qu'ils sont extrêmement sous-évalués. Et je pense que de mettre le doigt là-dedans, ça dérange en fait. Ça dérange parce que ça veut dire en effet, ça veut dire accepter, dire que c'est un système aussi. Et donc pour les personnes qui entretiennent ce système, ça veut dire voilà, lâcher quelque chose. Et ça c'est extrêmement... on voit bien que les freins ils sont là en fait. Oui, parce que je sais, Dominique, enfin là, tu viens de parler de dire aux enfants que les adultes sont au courant, mais que tu as fait aussi tout un travail auprès des adultes pour leur dire que ça existe et qu'en fait, il y a aussi une barrière psychologique de déni total, que ce soit des adultes qui ont été victimes et qui ont refoulé ça. Enfin, voilà, il y a des mécanismes psychologiques aussi qui sont à l'œuvre, et de personnes qui ne veulent pas entendre cette réalité. Mais là, en ce moment, je commence à travailler beaucoup, et c'est ce qu'on a fait dans ce village, et c'était génial. Je travaille de plus en plus sur la prévention des jeunes parents. Parce qu'en fait, l'inceste, c'est une pulsion sexuelle sur son enfant, ou sur sa petite fille, ou sur sa sœur, enfin bon, c'est vraiment de l'ordre de la pulsion. Et c'est pour ça que on passe à l'acte, parce que c'est de l'ordre de la pulsion. Et donc, ce qui est aberrant, c'est qu'on ne prévient pas les parents du fait que cette pulsion existe, les jeunes parents. Les premiers pics d'inceste, c'est 1-2 ans. 25% de l'inceste, c'est en dessous de 6 ans. Donc c'est crèche et école maternelle. Donc, si on ne met pas, c'est pas très compliqué, on doit, mettre dans le carnet de santé quelque chose de bien pensé là-dessus. On doit, dans les crèches, faire de la prévention auprès des jeunes parents, d'une façon intelligente. On ne peut pas laisser les gens avec cette pulsion. Comme m'a dit quelqu'un justement dans ce village, nous avons tous des pulsions et nous avons appris à les maîtriser. Mais celle-là, on n'en parle pas. Donc comment tu veux qu'on maîtrise une pulsion dont on ne parle pas ? Elle te tombe dessus un jour. Alors, pulsion, oui, mais c'est surtout l'inceste, c'est aussi c'est très lié à la domination et du contrôle de son enfant. L'enfant m'appartient, donc j'en fais
ce que je veux. Et c'est ça qui est compliqué, c'est que quand on commence à s'attaquer à ces sujets-là, derrière, ça implique tellement philosophiquement plein de choses aussi autour de la parentalité. Qu'est-ce que c'est être parent, qu'est-ce que c'est être enfant, etc. Ça vient questionner plein de choses. Et donc, en effet, je pense qu'il faut former, il faut aller sur le terrain, mais il y a des réticences. Je pense que c'est pas si simple parce que ça demande pour chacun d'ouvrir des espaces qui parfois peuvent être compliqués, parfois peuvent être douloureux, parce que ça renvoie à quelque chose qui peut être douloureux. Et donc, voilà. Mais c'est pas parce que c'est compliqué qu'il faut pas le faire. Au contraire. Parce que là, il faut y aller, quoi. Et puis surtout, faut arrêter. C'est ce que tu disais très bien. Il faut parler. Il faut parler parce que si on ne parle pas, c'est ça la stratégie de l'agresseur. C'est faire en sorte que la victime se taise, ne parle pas. Donc il faut parler pour casser toutes ces chaînes-là. Dans cette première émission-là, de Parler encore, on voulait aborder donc, la thématique du corps, forcément, mais aussi de qu'est-ce que c'est le rapport aux violences, le rapport à son propre corps, ses limites, son corps, sa sexualité, et après tout l'aspect thérapeutique. Donc ça, c'est ce qu'on verra avec nos secondes invités. Mais du coup, sur le rapport au corps, au consentement et à la connaissance de son propre corps, de sa propre sexualité, etc. Je me tourne vers toi, Clémentine. Tu as écrit pas mal d'ouvrages. Ce début de solution-là que tu as trouvé, de dire, bon, bah, en fait, peut-être que... Moi, en tout cas, je le comprends comme ça, mais corrige-moi. De dire, bah, peut-être que si les enfants maîtrisent aussi cet outil-là, c'est plus facile de dire, non, attention, ça... Bah, je pense que quand on se connaît, quand on apprend à se connaître, parce que c'est un long chemin d'apprendre à se connaître, et je pense qu'il n'y a pas d'âge pour continuer à apprendre à se connaître, mais quand on apprend à se connaître, qu'on découvre son corps, qu'on apprend à savoir ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas, quels sont les endroits de plaisir ou pas, je pense que ça passe d'abord par une connaissance de soi-même, et ensuite, lorsque l'on rentre en relation avec l'autre, si on se connaît bien, c'est plus facile de communiquer. Je ne dis pas que c'est toujours fluide, parce que communiquer, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, je pense que apprendre à se connaître et être informé, moi je pense que plus on est informé, plus les enfants sont informés, plus, en fait, c'est de l'éducation. Et donc, on éduque les enfants, on leur apprend à plein de choses. On leur apprend le français, les maths, l'histoire géo, plein. Bah, en fait, apprendre à connaître son corps, apprendre ses émotions, c'est pareil. En fait, c'est un outil de pouvoir aussi. De pouvoir, en tout cas, être très bien informé et donc de pouvoir être plus maître et maîtresse de ses actions, de ses envies, de ses désirs, et d'être en mesure de se protéger. Ou de connaître aussi, là, si je sens qu'il y a quelque chose où je ne suis pas OK, ben, d'aller en parler, d'avoir des ressources très très importantes. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut travailler en réseau et savoir aussi quand on est jeune où est-ce qu'on peut aller, et c'est pour ça que c'est super qu'il y ait des lieux comme la collective à qui on peut aller en parler quand on ne peut pas en parler à son entourage ou à ses parents. Donc moi il me semble que voilà, c'est pour ça que je fais des livres, c'est pour apporter à ma petite mesure des outils, et c'est ce que voilà, moi c'est ma manière de m'exprimer, donc voilà, ça me paraît important, mais c'est un outil parmi tant d'autres, je pense. Merci beaucoup d'être venu nous rejoindre sur ce plateau radio, et bon festival. Merci beaucoup. On va écouter un morceau extrait du projet en cours de création Mascarade. C'est un projet qui est porté par 4 musiciennes et comédiennes, danseuses, circassiennes, marionnettistes, Nour Biriotti, Pauline Frémaux, Camille Horty et Anna Hidat. Le projet se situe entre le concert, le spectacle et le lieu de vie. C'est une mise en image de compositions jouées dans un univers fantastique, un spectacle visuel et musical où les instruments se mêlent aux costumes, objets, marionnettes et éléments de scénographie. Un espace où l'on vient passer quelques heures au milieu d'installations, de buvettes, de marmites de soupe, dans lequel va émerger un rituel. Vous allez tout de suite écouter une composition originale d'Anna Hidat.
Ensuite, nous recevons Fiona Parny et Laure Clapiès. Fiona, tu animes régulièrement à Arles des stages de bouti-thérapie. Alors la bouti-thérapie, c'est un concept qui a été créé par Maïmouna Koulibaly avec des inspirations des danses traditionnelles africaines, du reggae dancehall jamaïcain et du booty shake, si je le prononce bien. Ça permet la libération par le mouvement des fesses et du bassin dans l'amour et la bienveillance. Toujours. Et un affranchissement des dictats de beauté et des libérations et des émotions féminines et de la féminité. Tu valides ? Tu as l'air de valider. Vraiment, je valide. Vraiment très beau. Je vais y penser, c'est très bien dit. Dans le cadre des Bazarettes, tu as proposé un atelier mercredi avec plusieurs participantes et vous allez nous montrer tout ça avec une flash mob à partir de 21h15. C'est ça. On invite tout le monde à rejoindre cette flash mob. Oui, il y aura un petit moment juste pour nous et après on vous invite à danser avec nous. On vous montrera comment faire et puis après... On suit. Ouais, vous suivez. D'autant que proposition de dernière minute et surprise, cette flash mob aura aussi lieu demain à midi sur la place de la mairie. Oui, s'il y a suffisamment de personnes qui sont partantes pour relever le défi, on y va, quoi. Ok, donc vous avez noté, on remue nos boutis demain à midi sur la place de la mairie. Et après, il y aura une manifestation des Bazarettes. Laure Clapiès, tu es fondatrice de La Renverse, qui est une association artistique et d'éducation populaire arlésienne, où vous proposez des ateliers de cirque et de théâtre-forum, qui est un outil pour réfléchir collectivement à partir de situations problématiques et apprendre à réagir face à l'oppression, et qui propose de l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, et des formations professionnelles pour la prévention des violences et des harcèlements sexistes et sexuels, en particulier dans le secteur culturel. Sacré programme. Et des spectacles aussi. Dans le cadre des Bazarettes, tu vas proposer un théâtre-forum demain à 16h30 à l'hôtel de la Muette. Tout à fait. Est-ce que vous avez des choses à rajouter dans les présentations un peu rapides qu'on a fait de vous et de vos pratiques? Non, moi je trouve que c'était très bien dit en fait. Moi aussi, je crois que c'est pas mal. Le corps et les mouvements sont au cœur de vos pratiques respectives. En quoi passer par le corps, dans une perspective féministe, ça permet de retrouver de la force et de la puissance pour vous? En fait, dans plein de choses. Je dirais que, particulièrement avec la bouti-thérapie, on le fait beaucoup en huis clos, certes, et du coup ça permet aussi un rapport, certes collectif et en même temps individuel à son rapport au corps, retrouver les sensations, se reconnecter justement, je dis souvent, reconnectez-vous à vos fesses. Il y en a bien qui disent mais ça bouge pas, je sens pas, mais en fait si, moi je suis là, je vois ça tremble dans tous les sens, mais elles sentent pas, mais parce qu'en fait on nous a tellement appris à être déconnectés à notre corps, à vraiment le mettre de côté, de pas l'écouter, que en fait notre cerveau il sait même plus ce que c'est les sensations de notre corps quand il bouge.
Et donc du coup de faire ça à huis clos c'est quelque chose, faire ça aussi en flash mob c'est autre chose aussi, il y a un côté très addictif aussi parce qu'en fait on se dépasse, on se dépasse et ouais, on reprend contrôle de notre corps, on reprend pouvoir sur notre corps à nous et on en fait ce qu'on veut et c'est magique en fait ce qui se passe, ce qu'on ressent, c'est la force qu'on a et de se dire qu'en fait on se l'amène soi-même parce que même si moi j'anime l'atelier mais en vrai je n'ajoute rien de ce qu'il y a déjà en fait, elles sortent tout ce qu'elles ont en elles, moi je leur donne les petites clés pour que ça sorte. Laure, tu veux rajouter quelque chose ? Moi, je dirais que les ateliers de cirque qu'on a construits, c'est d'abord avec des femmes qui ont vécu des violences. Du coup, on a vraiment travaillé les ateliers pour travailler sur les conséquences des violences sur les femmes. Et du coup, le rapport au corps, il a souvent été abîmé pour les personnes. Le rapport au contact, le rapport à la confiance en son corps, se montrer, à être avec d'autres personnes, à s'entraider, etc. Et du coup, dans les ateliers de cirque, on travaille pas mal là-dessus. Et évidemment le corps dans le sens collectif, le fait de faire des ateliers ensemble, d'être dans le mouvement, de ne pas être dans la réflexion, parce que du coup c'est des personnes qui sont accompagnées par ailleurs sur tous les autres plans légal, le plan médical, etc. Et du coup là nous on vient apporter une autre partie du soin, en vrai on ne se considère pas vraiment comme une structure de soin, plutôt nous, on dit plutôt développement du pouvoir d'agir à niveau individuel, social et politique. Donc voilà pour les ateliers de cirque. Et après, pour le théâtre forum, je dirais que c'est plus le fait au lieu de discuter des sujets d'oppression, de les mettre en scène, de les jouer physiquement, du coup de se mettre en situation et d'avoir les personnes en face de nous avec qui on a des échos, etc., avec qui on peut ressentir l'oppression dans une moindre mesure. Ça a fait qu'on travaille sur les oppressions d'une manière vraiment plus émotionnelle et physique, quoi. Là, moi, ce que j'entends dans vos deux pratiques, c'est qu'elles se rejoignent sur et un côté, alors tu disais thérapeutique, mais oui, je pense qu'il y a une forme de thérapie dans effectivement la reconnexion au corps et aux choses qui ont pu être subies. Et en même temps, en plus de cet aspect thérapeutique, il y a aussi une force et une puissance qui viennent peut-être dans un truc de self-défense, je sais pas trop comment le dire autrement, mais aussi, tu vois, de ce qui s'est passé et de, en fait, maintenant je me positionne autrement. Je l'entends un peu dans vos deux pratiques. Oui, c'est vrai que, comme disait Laure, on est très très concentré sur la tête en général. Beaucoup en Occident, on fait des thérapies, mais c'est beaucoup dans l'esprit, la tête, comprendre. Et des fois, en fait, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de comprendre, en fait. On oublie cet aspect-là, et moi je sais que dans le mouvement, des fois on arrive à évacuer des choses. On n'a pas besoin de savoir d'où ça vient, on n'a pas besoin de savoir que ça vient de ci, de ça. C'est pas grave, c'est évacué, c'est sorti, c'est là. Et c'est vrai que ce rapport au mouvement, je trouve que ça aide beaucoup par rapport à ça. En fait, le transformer, et du coup ça permet justement, on fait face à notre propre force, en fait, à notre propre résilience. Et du coup de le faire pas forcément cette fois je sais pas comment dire, mais forcément dans la force ou dans la résistance ou dans le truc, mais dans quelque chose de peut-être plus doux ou de plus fun et plus peut-être léger, qui est juste la danse, ça fait du bien aussi en fait. Waouh, c'est bon. C'est libérateur. Exactement, c'est super libérateur et de savoir que c'est possible en fait. Même juste avec un truc anodin de juste marcher en défilé devant les copines et qui nous encouragent, finalement on sait qu'on peut le mettre partout dans notre vie au quotidien. Et c'est là où en fait le travail se fait vraiment en fait. Moi là au début c'est juste une petite clé et après le reste, la graine elle est plantée et après le reste c'est les personnes qui le font en fait dans leur vie quotidienne. Et donc dans vos deux pratiques on remarque que le groupe, le collectif a un aspect très important. Laure, tu as quelque chose à dire à ce sujet ? Sur le collectif, oui, carrément, c'est des retours qu'on a beaucoup dans les ateliers de cirque, dans les deux ateliers aussi de théâtre forum. Le côté de retisser des liens qui soient positifs, joyeux, d'entraide, de solidarité, ou parfois c'est des personnes, dans le cas des ateliers avec des femmes qui ont vécu des violences, des personnes qui commencent à être assez isolées et qui commencent à galérer au niveau relationnel parce qu'elles ont été abîmées.
Et du coup, de pouvoir refaire des liens dans un contexte ludique, où du coup, c'est un peu décroché aussi du quotidien, et ça permet de faire un pas différent en collectif, quoi. Et de se sentir capable aussi d'être en collectif, parce que du coup, on met en place plein d'outils pour que les personnes ne se sentent pas en galère avec les autres, quoi. Et du coup, elles se rendent compte que en fait, faire confiance dans certains jeux de cirque où elles doivent prendre des risques, en fait, elles savent encore le faire. Après, elles peuvent garder des liens et se revoir après, et du coup aller voir des spectacles ensemble ou machin. Du coup, ça permet aussi de recréer des liens. Et dans le théâtre forum, là, clairement, le collectif, c'est vraiment au centre de la pratique, dans le sens où on présente une scène et après, c'est le public qui vient réfléchir avec les acteurs et actrices sur scène à comment trouver des solutions face aux oppressions qu'on a présentées. Et du coup, là, vraiment, l'exercice est de chercher des solutions concrètes pour la vie quotidienne, pour faire face à ces oppressions, et comment aussi, au lieu de se débrouiller toute seule dans certaines situations et que ce soit des choses trop lourdes à porter, on peut s'appuyer sur d'autres personnes, trouver des alliés, aller chercher de l'aide dans des personnes autour, des institutions, un collectif, des alliés en général, quoi. Vous faisiez toutes les deux écho au fait qu'il y a des choses assez lourdes ou assez traumatisantes qui peuvent être déposées d'une façon ou d'une autre, que vous ayez vraiment l'information ou pas, mais en tout cas vous voyez les personnes vivre ces moments-là. Comment vous arrivez à prendre soin de vous et à gérer ces émotions-là aussi dans un cadre qui effectivement permet ça et en même temps et un pas de côté sur ça. Comment vous arrivez à gérer ça? J'espère que vous arrivez à le gérer d'ailleurs, mais peut-être que non. Pour moi, j'ai pas l'impression d'être dans un endroit vraiment de difficulté là-dessus. C'était un peu des questions qu'on se posait au moment où on créait les ateliers, où dans certains ateliers, on avait entendu qu'il y avait des situations de personnes qui décompensaient, etc. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'on a décidé de créer les ateliers avec des femmes victimes de violences que dans des structures qui les accompagnent, dans le but de pouvoir d'être sûr qu'en fait, il y a des professionnels dédiés à ça qui vont pouvoir gérer la situation s'il se passe quelque chose, parce que nous, on n'est pas professionnels de santé. Et au contraire, quand on a construit les ateliers avec les structures, on s'est plutôt dit que nous, notre rôle, c'était d'être à côté de ce qu'elles travaillent dans d'autres cadres de soins ou ailleurs. Et du coup, nous, plutôt, on laisse pas trop de place à ce qui est dans le cadre du cirque, qui est des récits de vécu, de violence et tout. Le but, c'est de créer un autre espace pour vivre autre chose et sortir de la situation de victime dans laquelle on peut un peu être entraîné aussi en travaillant dessus, quoi. Du coup, plutôt, moi, je me sens assez privilégiée par rapport à ça, par rapport à des travailleurs ou travailleuses sociales qui, là, ont vraiment un rapport au vécu des personnes plus intense, quoi. Et dans le théâtre forum, déjà, on ne dépose pas des histoires qui sont trop brûlantes pour les personnes. On dépose des histoires que les personnes qui déposent peuvent gérer émotionnellement, ou c'est parce qu'elles vont le présenter en public, on va beaucoup en parler, on va rejouer dessus, on va pouvoir entendre des commentaires qu'on n'avait pas prévus. Donc c'est que des histoires qui sont gérées par les personnes. Donc plutôt, c'est pas une grande difficulté. Et aussi, le dispositif, il est assez joyeux et dynamique pour qu'en fait, on n'ait pas trop la place de rentrer dans le psychologique. Et le but du théâtre forum, c'est pas de rentrer dans la psychologie, c'est vraiment de travailler sur les aspects systémiques du problème. Du coup, on n'est pas vraiment confronté à ça, quoi. Alors, moi, en plus, c'est assez particulier parce qu'il y a souvent cet effet de surprise. C'est-à-dire que les personnes qui viennent, en général, elles se concentrent beaucoup sur le bouti et moins sur le thérapie. Et en fait, mon approche, en tout cas, c'est quand même de prévenir avant. De dire, écoutez, là, il peut se passer plein de choses. Vous pouvez pleurer, vous pouvez rire, on est là pour se libérer, donc c'est normal. Et c'est arrivé qu'en fait, des fois, c'est trop dur. Où il y en a sont... Une fois, je faisais un stage avec Maïmouna Koulibaly, justement, et en fait, il y a une femme qui est carrément partie. Et on ne sait même pas pourquoi, finalement. Ça, c'est un peu dommage. On essaye, quand quelqu'un ne se sent pas ou commence à paniquer, ou se dire que finalement, elle n'a pas envie de bouger comme ci, comme ça, j'essaie quand même de prendre un temps avec elle, de ne pas la laisser partir, parce que ce n'est pas le but, justement. Et de voir d'où vient le problème. Si c'est un problème de regard des autres, on va travailler ça ensemble. D'où du coup la notion du collectif qu'on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que nous, moi je sais que c'est très important pour moi le collectif parce que nous on est plus dans la boutithérapie, plus dans une volonté de remettre un peu justement de détruire toutes ces idées conçues que soi-disant entre femmes, parce qu'on est beaucoup entre femmes et qu'entre femmes on peut pas s'aider, on s'entend pas et on est en compétition. Moi, je sais que c'est faux
c'est complètement faux. Et en plus, naturellement, on sait qu'on n'est pas comme ça. Et du coup, dans ces stages, les ateliers bouti-thérapie, on remet ça en place. Et très vite, en fait, on s'entraide. Donc, quand il y a un truc qui remonte très, très dur, alors souvent, moi, je laisse la personne me dire de quoi elle a besoin. Vraiment, lui dire, est-ce que tu veux un câlin? Est-ce que tu veux une pause? Est-ce que tu veux te poser là? Est-ce que tu veux 5 minutes? Ok, mais alors, si elle se pose et qu'elle sort de l'exercice, moi, je veux pas qu'elle en sorte dans un coin complètement. Je veux quand même qu'elle continue à encourager ses copines et tout. Enfin, voilà, les filles qui sont là. Des fois, c'est super beau ce qui se passe. Il y a déjà une sororité tellement énorme qu'en fait, c'est les personnes j'ai rien à gérer en fait entre elles. Elles trouvent les solutions et tout. Enfin, ça m'est arrivé, mais en fait, à chaque fois, les cas sont complètement différents et à chaque fois, ça finit bien. Donc, heureusement, d'ailleurs, j'ai jamais eu de gros cas très graves à pas savoir gérer. Mais c'est vrai que moi, il y a l'effet surprise. Parce qu'en fait, vraiment, quand je leur dis « vous pouvez pleurer », tout elles me regardent en mode « mais qu'est-ce que je vais pleurer ?» Et à la fin, elles ont quand même les larmes aux yeux. Donc, donc voilà. Merci beaucoup Fiona et Laure de nous avoir rejoints sur ce plateau en plein vent. Et bon festival. Merci beaucoup. Merci bon à vous. Festival. Parlez encore, parlez encore, parlez encore. Nous allons enchaîner sur un extrait d'un atelier qui a été mené avec Tatiana Arfel le 17 janvier et plusieurs participantes. En effet, entre les deux sessions du festival, entre l'édition 0 qui a lieu l'année dernière et cette année, nous avons invité plusieurs autrices et artistes à faire des ateliers. Vous retrouverez les résultats de tous ces ateliers dans l'exposition collective qui est au Capitole tous les jours de 10h à 18h jusqu'à dimanche. Et donc cet extrait de l'atelier avec Tatiana Arfel qui a écrit un ouvrage, La ronde des poupées. Et c'était dans ce cadre-là que nous l'invitions. Elle nous a proposé un atelier d'écriture. Vous allez entendre la présentation de l'atelier ainsi qu'un extrait de l'exercice qu'elle nous a proposé, à savoir de faire une lecture collective de nos passages et d'entremêler nos récits. Voilà, c'est quelques morceaux choisis. L'atelier a duré plusieurs heures, donc malheureusement, tout n'y est pas. Mais voilà, je vous laisse découvrir tout ça. Alors, bonjour et bienvenue à toutes. On va faire un atelier d'écriture. Ça n'a aucun rapport avec l'école. On s'en fiche des fautes d'orthographe, il n'y a pas de « j'ai pas d'imagination », il n'y a pas d'erreur. Vous avez une limitation, c'est la loi française. Je vais vous proposer de présenter juste le prénom et attente et ou crainte. Moi, j'ai été terrorisée la première fois que je suis allée en atelier d'écriture. Vous pouvez inventer des mots, les fautes, les incorrections sont bienvenues. On est très sévère avec soi-même, c'est souvent pour ça qu'on a peur pour l'écriture. C'est pas parce que vous critiquez votre texte ou votre phrase ou qu'il va être meilleur, c'est une habitude qu'on a de flagellation. À la limite, la seule règle, c'est la bienveillance à soi-même. Il y a une citation que j'ai lue récemment qui dit « La peur vous signale que vous êtes sur le point d'atteindre le prochain niveau de confiance ». Je vais vous faire à chaque fois une proposition d'écriture, un début de phrase, des choses à préparer. Vous pouvez suivre cette proposition, vous pouvez faire le contraire. Vous pouvez la détourner si ça vous amuse, si elle ne vous plaît pas. C'est-à-dire, c'est un prétexte. Si ça part d'une autre façon, on appelle parfois les propositions des starters. C'est pour démarrer l'affaire. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez. Effectivement, le cycle, c'est la conscience de soi, mais soi est grand, soi est le monde. On peut se mettre dans un personnage, dans ce qu'on veut. Les comédiens, les comédiennes le font. Je veux dire, sentez-vous à l'abri. Je ne considère pas qu'il s'agit de votre vie, de votre autobiographie. Voilà. C'est une citation d'Anaïs Nin à peu près. J'ai creusé tellement profond dans ma propre source que j'ai atteint la nappe phréatique commune. Il y a une nappe phréatique de création. Ensuite, je vous propose de lire ces textes. Vous lisez ou vous ne lisez pas à votre guise. Il n'y a pas de surface plane. Pas possible de faire 2 pas d'affilée sur un sol plat. Il y a une douceur, une rondeur, des rides qui me font penser à des cours d'eau. Il y a de l'ocre chahuteuse. Il y a des petits brins, tout doux, si doux. C'est tout ce qui reste de doux. Il y a une vaste étendue à découvrir. Il y a des boucles et des boules de neige, des fils de neige et des montagnes blanches. Il y a ce désert, ces dunes rondes et chaudes, à l'aspect duveteux. Derrière les mains entrecroisées de Notre-Dame de la Salette, il y a un visage, ou c'est ce que je croyais.
le front comme un plateau désertique. Du sébum noir se reflète dans la hauteur des miroirs. Il y a ces quelques fissures dessinées par le temps qu'on apprend à aimer. Les cheveux comme un nuage voyageur. Des broussailles d'or s'épinent sur des pas presque effacés. S'y promener rassure, et pourtant mon cœur s'emballe comme une première fois. Et le vent fait trembler les arbres et fait trembler les mots. Je m'arrête et je distingue maintenant le grain de ce sable, et je me rends compte de l'infiniment petit et de l'infiniment grand. Les sourcils comme des ponts entre le haut et le bas, entre hier et aujourd'hui. À force de marcher, je rêve d'un endroit où me poser, et j'y arrive enfin. Bouche petite mais gourmande et toujours en appétit. Je sens plus que je ne vois. Le sol est moelleux, comme un tapis de mousse dans lequel je m'allonge et je m'assoupis. Soudain, la terre tremble et se sépare en deux. J'entends un rire sonore sortir de ses tréfonds. En somme, il suffit de si peu, de l'espoir, de l'envie, de la force, et tout redémarre. Parlez encore. Une émission des Bazarettes et de l'Arlésienne. Merci au Citron Jaune et au Sud pour le matériel, et un immense merci à Kylian et Maxime pour la technique. Merci à Clémentine Morossir pour la réalisation de cette émission. C'était Parler encore pour le festival Les Bazarettes. On vous retrouve demain à partir de 17h30 à Pop pour la 2e émission, et on vous retrouve en podcast. Parler encore. Parler encore. Parler encore. L'émission radio de l'Arlésienne et des Bazarettes. En direct et en plateau du festival Les Bazarettes. Une émission avec Éléonore Colpin-Lafuma, Clémentine Morossir et Emeline Salmi.